Quasi tous les enfants qui subissent des violences sexuelles, à un moment ou à un autre, en parlent, notamment les violences incestuelles. Et on n'en fait rien. On parle d'un crime total. On parle d'une société entière qui banalise et qui laisse faire ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas violé que je ne suis pas concernée par le viol. Donc les hommes, ils veulent des femmes sexy disponibles et ils veulent pouvoir les agresser et dire que c'est leur faute parce qu'on leur a demandé d'être sexy disponibles. Une personne qui a peut-être dénoncé les violences sexuelles au moment où elles sont arrivées, à qui on a dit « Chut, quand même, on va pas importuner grand-papa », ben, elle se dit peut-être « Ok, en fait, c'est comme ça que le monde fonctionne, donc je vais recommencer ». Bonjour Colline de Saint-Arclan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes chroniqueuse radio, sexologue, coach certifiée. Vous êtes également experte de questions de genre. On va revenir aujourd'hui sur deux cas qui ont profondément marqué l'opinion publique française parce que j'aimerais parler avec vous de violences sexuelles. C'est un sujet que vous connaissez très bien, qui vous tient à cœur parce que vous étudiez la question depuis de nombreuses années. D'un côté, nous avons l'affaire Joël Le Squarnec, un chirurgien respecté qui a abusé sexuellement de centaines d'enfants sur une période de plus de 30 ans. Et de l'autre, l'affaire des viols de Mazan, révélée tout récemment. Gisèle Pelicot, une femme qui a été droguée pendant près de 9 ans par son mari, a été également violée sans conscience et filmée par des dizaines d'hommes. On va revenir sur ces deux cas. Dans un premier temps, je vous propose qu'on commence par l'affaire Le Squarnec. Ce chirurgien qui a fait 299 victimes. Malgré plusieurs signaux d'alerte, il a pu exercer librement dans différents hôpitaux, protégé par son statut et le silence de son entourage professionnel. Ce n'est qu'en 2017, dans le contexte d'une plainte déposée par une toute petite fille, que le scandale a finalement éclaté. Madame de Saint-Arclan, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce qu'on explique que pendant plus de 3 décennies, un homme ait pu commettre de tels crimes, protégé par son statut de médecin? Qu'est-ce que ça nous révèle finalement sur nos institutions? Qu'on s'en fout. Il y a de l'impunité. En fait, c'est pas un crime qui a été pris au sérieux. C'est quelque chose qui est en train de shifter, qui est en train de changer depuis notamment MeToo, le hashtag MeToo. Mais en réalité, si une personne peut continuer à agir de violence sexuelle auprès de sa patientèle pendant une trentaine d'années, c'est que quand les choses sont dénoncées, elles ne sont pas prises au sérieux et qu'en fait on ne considère pas que c'est un crime grave, voire on considère que c'est un crime plus grave de priver un médecin de sa carrière que, que lui-même agisse de violence sexuelle. Mmh. Vous pensez que ça a un lien avec le fait que c'était justement un médecin? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est le statut de médecin héros qui fait qu'on a de la peine à s'imaginer que quelqu'un soit capable de faire de tels crimes? On a de toute façon de la peine à comprendre que dans notre société, les hommes peuvent violer. Et que ça concerne absolument tous les hommes, que tous les hommes peuvent être amenés à violer, et que peu importe leur statut social. Alors il est évident que le statut social impacte. Médecin, avocat, enfin peu importe, là c'est sûr qu'on est sur une figure où on s'imagine pas, on pense pas, on n'a pas envie de penser en fait que les médecins violent. Or les médecins violent comme tout le monde en fait, malheureusement. Effectivement, probablement qu'il a été protégé par son statut social. Vous insistez aussi beaucoup sur la responsabilité collective des hommes dans ce type d'affaires. Vous parlez du fait que voilà, il y a des collègues, une hiérarchie, des témoins silencieux. Ça revient beaucoup dans vos prises de parole auxquelles que j'ai pu entendre en fait sur la RTS. Est-ce qu'on parle plutôt d'aveuglement? Est-ce qu'on parle de complicité dans ces cas-là, vous pensez? C'est très étrange pour moi. J'ai de la peine à répondre à cette question en réalité. Qu'est-ce qui fait que quand on observe, quand on sait que quelqu'un pratique des violences sexuelles, on ne le dénonce pas? Probablement que, encore une fois, le fait qu'on ne prenne pas ce crime très au sérieux, qu'on minimise systématiquement les faits, qu'on explique souvent, on tente de justifier les faits par justement le comportement de la victime, on pathologise parfois en disant non, c'est juste un fou, alors que non, si c'était des fous qui violaient, notre société serait folle en fait, et c'est probablement le cas. On peut parler de complicité, à un moment le fait de ne pas dénoncer, c'est de la complicité. Et en fait, aujourd'hui, il faut qu'on tienne les gens accountable pour le fait qu'ils n'aient pas dénoncé. L'affaire Mazan, dont on va parler après, c'est 50 hommes accusés, 70 hommes reconnus, vus sur les vidéos, mais c'est 300, 400 hommes qui ont vu ces messages-là et qui n'ont pas dénoncé Monsieur Pelicot. Qu'est-ce que ça dit en fait? On a tellement d'affaires comme ça, en fait, où non seulement, quand les gens savent, ils minimisent, mais en plus, quand ils savent que c'est grave, ils ne dénoncent pas. On considère aujourd'hui que c'est plus grave de dénoncer que de ne pas le faire. Donc c'est très problématique.
Et puis, franchement, à part ça, aussi, ils se protègent les uns les autres. Il y a des structures dans lesquelles, et dans les hôpitaux, par exemple, ou dans les immenses structures où on sait qu'il y a des crimes qui arrivent, des affaires de violence sexuelle, du harcèlement sexuel, etc., enfin, tout ce genre de délits, les gens se protègent les uns les autres parce qu'ils savent que ça pourrait aussi, à un moment ou à un autre, leur retomber dessus si on savait ce qui se passait. C'est mieux que ça sorte pas parce que comme ça au moins personne ne peut être incriminé ou jugé complice d'une situation ou d'une autre. L'affaire PPDA, elle est aussi très exemplifiante de ça. PPDA, il a abusé sexuellement de femmes pendant 20 ans dans le silence général, personne n'a rien dit, son statut social de nouveau était la protéger et tout le monde savait. Tout le monde savait ce qui se passait et on a continué à le protéger. Voilà, aussi parce que si on commence à dénoncer les crimes sexuels, on pourra plus les faire en fait. Ça veut dire qu'il y a énormément d'hommes qui vont finir en prison en fait, ou énormément d'hommes qui vont être tenus pour responsables de leurs actes. Ça inquiète forcément. Vous pensez qu'il y a plus de viols que ce qu'on pense en fait, c'est ça ? Si une femme sur 5 est victime de viol dans sa vie... C'est quoi exactement ces chiffres ? Enfin, ça vient d'où ? C'est des estimations qui sont souvent présentées. Quand on parle d'agression sexuelle, il y en a plus. Quand on parle de viol, c'est une femme sur 5. Et le nombre de personnes qui finissent de fait sur les bancs de l'accusé, ils sont extrêmement faibles et encore moins reconnus coupables. Donc ça veut dire qu'il y a une impunité énorme. Ça veut dire que l'immense majorité des personnes qui agressent sexuellement ne sont jamais incriminées. Que ce soit parce qu'il y a des non-lieux, ça veut dire qu'on considère qu'en fait on n'a pas le matériel pour qualifier le fait et de l'amener devant le tribunal. Et aussi en ce moment, ce qui se passe, c'est que la justice, en l'occurrence française, puisque ça a été beaucoup discuté ces derniers temps, n'a pas les ressources pour mener tous ces procès. Parce que de plus en plus de femmes dénoncent des violences qu'elles ont subies, parce que de plus en plus on est amené à parler, parce que la parole s'est libérée, etc., etc. Et du coup, la justice est submergée et elle ne peut pas faire face à tous les cas qui lui sont proposés. Et donc, même quand il y a à l'évidence des preuves, il y a souvent des non-lieux parce qu'on n'arrive pas à faire face à tous ces cas. Donc, on a une justice qui n'est même pas en mesure de traiter tous ces cas qui lui arrivent. Donc et attention, quand il y a un non-lieu, ça ne veut vraiment pas dire qu'une personne a été déclarée non coupable. Ça veut juste dire qu'on n'a pas traité le cas du tout. Affaire non classée sans suite. Classée sans suite. Il y a aussi la question de l'amnésie traumatique qui est très importante dans tous ces cas. C'est un phénomène qui est récurrent apparemment chez les victimes de violences sexuelles, notamment dans l'affaire Joël Le Squarnec. On a certaines victimes qui ont retrouvé la mémoire seulement des années après les faits. Est-ce que vous connaissez un peu ce phénomène de l'amnésie traumatique ? Est-ce que ça pourrait expliquer aussi pourquoi tant de viols sont révélés tardivement et du coup ils passent plus facilement à la trappe ? Évidemment, oui. Il y a énormément de phénomènes autour des violences sexuelles, des phénomènes psychologiques que les victimes de violences sexuelles expérimentent, qui les empêchent de réagir quand ça arrive et qui bloquent la mémoire après. Et qui sont utilisés encore aujourd'hui pour, encore une fois, excuser les agresseurs. La plupart du temps, on a considéré par exemple qu'une victime qui ne se défendait pas n'a pas tout fait pour empêcher le viol et donc elle est partiellement responsable ou ça voudrait dire qu'elle a consenti, etc. Or on le sait très bien aujourd'hui, les victimes figent, elles ont peur et la peur fige. Donc il y a ce phénomène de prostration qui est lié à la peur. Ça c'est pendant. Et après, les personnes qui ont vécu des violences sexuelles pendant l'enfance sont toutes concernées par de l'amnésie totale ou partielle. Toutes. Aucun enfant ne se souvient parfaitement de ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on fait avec ça ? Et encore une fois, là, c'est le rôle de la justice de s'outiller par rapport à ça. Or, ce qu'on a plutôt vu ces dernières années, ces 10, 20, 30 dernières années, c'est des théories sur des enfants qui mentent, des enfants qui inventent des souvenirs. Et c'est ça le narratif qu'on a là-dessus. Au lieu de considérer que ces enfants, en fait, ils disent la vérité. Et aujourd'hui, on le sait, un enfant sur 10, je crois, c'est ça les statistiques qui sont sorties en France. Un enfant sur 10, ça veut dire 2-3 enfants par classe. Je crois que c'est un enfant sur 5, en fait. Et maintenant, on arrive à dire que c'est plutôt un enfant sur 5, parce qu'en fait, il y a le viol, enfin, les chiffres, il faut faire très attention. Toujours est-il qu'on voit que c'est massif. On voit que c'est massif et que les enfants le disent, parce que quasi tous les enfants qui subissent des violences sexuelles, à un moment ou à un autre, en parlent, notamment les violences incestuelles. Et on n'en fait rien.
parce qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas comment prendre ça en charge. Notre société n'est pas du tout équipée pour ça. Et je pense que ce qui se passe avec les deux affaires dont on est en train de parler, c'est le fait qu'on est en train de se réveiller par rapport à ça. On parlera peut-être aussi de l'affaire Depardieu, qui à mon avis est aussi une affaire game changer dans le cadre notamment judiciaire. On se rend compte à quel point on ne peut plus continuer à faire comme on a toujours fait, à avoir une société qui minimise, qui excuse, qui maltraite les victimes, notamment sur le plan judiciaire pendant les procès. Mmh. Oui, sur l'affaire Depardieu, on a eu il n'y a pas longtemps Maître Hayat qui, elle, justement, parle en faveur des hommes. Donc elle défend la position de tous ces hommes qui, selon elle, sont accusés à volo, en fait, et à tort aussi, parce que, voilà, la parole se libère, selon elle, mais de façon excessive, et toutes les femmes commencent à considérer que, voilà, une main sous une jupe ou des avances un peu trop fortes. C'est extraordinaire. On vit dans une société où on voit que l'immense majorité des femmes ont subi des violences sexuelles et on continue à dire qu'en fait, il faudrait quand même mettre ça un petit peu sous le tapis. Il faudrait quand même le taire, parce qu'il faudrait quand même pas trop parler de ça. Il faudrait quand même se laisser un petit peu faire et accepter d'être dans une société qui objectivise et qui finit par agresser sexuellement les femmes, et on devrait se taire. Et il n'y a pas que les femmes d'ailleurs qui sont agressées sexuellement, il y a aussi les hommes, mais ils le sont aussi par d'autres hommes. Donc il y a un moment où il faut vraiment quand même pouvoir questionner la question de la masculinité, comprendre pourquoi la masculinité engendre ça en fait. Et c'est pour ça que je pense que les hommes ont une responsabilité d'en réécrire en fait ce qui les concerne. Les hommes ne veulent pas être des violeurs, mais très bien, nous non plus on ne veut pas que vous soyez des violeurs. Faites le travail. Nous on l'a fait. Nous, les féministes, nous, les femmes, on l'a fait. Maintenant, c'est à eux, en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, oui, effectivement, on dit « Messieurs, oui, vous êtes concernés, en fait. Vous n'avez pas violé, mais super. Vous n'avez rien fait, mais c'est à votre charge d'avoir rien fait, en fait. » On parle d'un crime total. On parle d'une société entière qui banalise et qui laisse faire ça. C'est complètement... Ça fait partie du processus féminicidaire. On est vraiment dans une violence qui est structurante de la société. Les femmes doivent avoir peur, elles doivent avoir honte, et leur corps est à disposition des hommes. C'est plus, on arrête avec ça. C'est ce qu'on est en train de dire là maintenant. Et c'est grâce au #MeToo. Alors, Maître Hayek, oui, désolé pour ses clients, mais à un moment ou à un autre, c'est à eux maintenant d'assumer la responsabilité de ce qu'ils font. On va revenir après sur la question du corps de la femme dans le contexte de l'affaire Pellico justement, mais juste avant de passer aux questions des adultes, j'aimerais qu'on finisse avec une dernière question sur le monde de l'enfance, parce que c'est quand même deux domaines qui sont différents. Donc on estime, on l'a dit, qu'environ un enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles pendant son enfance, et selon certaines études, 30 à 40% des agresseurs sexuels auraient eux-mêmes été victimes durant leur enfance. Ça veut dire qu'il y a une sorte de cercle vicieux en fait, dans lequel on s'est engagé. Comment est-ce qu'on peut sortir de là ? Si les personnes qui violent ont elles-mêmes été victimes, comment on mettrait un frein aussi à cette maladie finalement chronique de nos temps ? L'immense majorité des personnes qui ont vécu des violences sexuelles n'agressent pas sexuellement. Si les personnes agressent sexuellement, c'est parce qu'on les laisse faire. C'est parce qu'on débriefe pas, et c'est parce qu'on n'a aucun moment dit « c'est pas ok ». Il y a, encore une fois, je le répète, l'immense majorité des victimes de violences sexuelles n'agressent personne. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres en fait de... Les chiffres, ils existent, mais ils disent pas que c'est à cause de ça. Ils n'expliquent pas la causalité. En tout cas, ce ne serait pas la seule cause selon vous, c'est ça que vous dites. Pas, certainement pas. Évidemment que non. D'ailleurs, il y a des agresseurs sexuels qui n'ont jamais été eux-mêmes agressés sexuellement. Donc non, évidemment que non. Et quand on vit dans une société qui banalise autant les violences sexuelles, on peut pas mettre une cause unique dessus et dire que ce serait ça. D'autant que la majorité des personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, c'est des femmes, et que c'est pas elles qui agressent sexuellement. Donc non, malheureusement, par contre, effectivement, une personne qui a vécu des violences sexuelles, qui n'a jamais pu en parler, qui n'a pas compris que ce qu'elle avait vécu n'était pas ok, parce qu'il n'y a aucun débrief qui s'est fait, elle peut recommencer en se disant c'est comme ça que le monde marche. Surtout dans une société qui banalise les violences sexuelles. Une personne qui a peut-être dénoncé les violences sexuelles au moment où elles sont arrivées, à qui on a dit chut, quand même on va pas importuner grand-papa, elle se dit peut-être ok, en fait c'est comme ça que le monde fonctionne, donc je vais recommencer. Et donc le problème il n'est pas dans... C'est pas un effet des violences subies qu'on produit des violences, c'est un effet de l'impunité et de la banalisation. Oui, et d'ailleurs, là, on en arrive à l'affaire Pellico, justement, une femme droguée pendant près de 9 ans par son mari, violée sans conscience et filmée par des dizaines d'hommes. Ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, en fait. On est vraiment dans une société qui banalise, parce que ce qui glace vraiment, là, c'est le nombre d'hommes qui ont violé une femme droguée sans se poser des questions d'ordre moral, éthique.
Finalement, la question que j'aimerais vous poser, c'est comment on en est arrivé à cette société, à cet effondrement moral collectif où autant de personnes peuvent consentir à une situation dans laquelle une femme est complètement dénigrée sexuellement. Je suis pas sûre que j'irais sur le plan de l'effondrement moral, parce qu'en fait, le viol est un crime qui existe depuis toujours, en fait. Ce qui est en train de s'opérer, au contraire, c'est une résistance par rapport à cet état de fait. Donc, l'affaire Pellico, elle parle de cette culture du viol, de cette société qui banalise le viol, qui l'excuse, voire qui l'érotise ou le romantise, et de ces hommes qui se rendent même pas compte de ce que c'est un viol, ni de ce que c'est les conséquences d'un viol, ni de ce que c'est concrètement. C'est-à-dire que certains, apparemment, violaient sans s'en rendre compte. Alors, à un moment ou à un autre, il faut les tenir responsables de leurs actes, même s'ils ne s'en sont pas rendus compte, ils sont quand même responsables de ce qu'ils ont fait. Mais ça dit beaucoup aussi sur à quel point on est mal informé et mal formé. Avant que j'arrive, vous avez eu une évacuation incendie. Qu'est-ce qu'il y a de plus comme risque dans cet immeuble ? Qu'une femme soit violée ou qu'il y ait un incendie ? Est-ce qu'on a un exercice d'évacuation en cas de viol, en cas d'agression sexuelle ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est moins grave, que c'est normal, que ça fait partie des meubles de notre société. Et nous, ce qu'on est en train de dire, c'est non, en fait. Cet état de fait, on ne l'accepte plus. Ça, on est en train de le changer. On est en train de le changer de manière radicale. Et effectivement, l'affaire Pellico, l'affaire Le Soirnec, l'affaire Mazan, l'affaire Depardieu aussi, c'est des affaires qui montrent qu'on est en train de mettre des vrais coups de pied dans la fourmilière. Vous dites que c'est une culture qui est là depuis longtemps, mais le fait d'érotiser, de romantiser, comme vous le dites, le viol, est-ce que c'est pas quand même propre à notre modernité, avec les histoires d'amour, les films à l'eau de rose, ou justement... Avez-vous lu Les Liaisons dangereuses ? C'est vrai, ça a commencé déjà. On est dans cette histoire où, pour la conscience collective, briser les limites, aller au-delà des limites, forcer, c'est quelque chose d'héroïque. Prendre possession des femmes, ça fait partie de la culture héroïque. Les liaisons dangereuses, c'est un bon exemple de cette volonté justement de conquérir, comme si c'était tout à fait... Voilà, c'est bien vu, c'est mis en avant. Ouais, c'est bourgeois, c'est charmant, c'est bankable, voilà. Et ça n'a pas tellement changé. À part que maintenant, les actrices de l'histoire commencent à se mobiliser pour dire non, on arrête. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Vous avez dit tout à l'heure, les hommes ne peuvent plus se dire extérieurs à tous ces crimes. Maintenant, ils doivent reconnaître, il doit y avoir une prise de conscience collective. Ils doivent interroger leur regard, leur silence, leur passivité. Mais à quoi est-ce que ça ressemblerait concrètement, une prise de responsabilité collective de la part des hommes ou des femmes aussi qui n'ont peut-être pas encore... Ça commencerait par dire « ce n'est pas parce que je n'ai pas violé que je ne suis pas concernée par le viol ». Personnellement, je ne me suis jamais fait violer et je suis concernée par le viol. Pourquoi ? Parce que ça peut m'arriver demain. Et pour un homme, c'est la même chose. Il faut prendre conscience du fait que, par exemple, c'est pas parce que moi-même je n'ai pas été violée que je ne suis pas concernée par le viol. Ça peut m'arriver demain. Et pour un homme, c'est pareil en fait. Un homme peut être violé demain et peut violer demain. Donc en fait, il est de sa responsabilité de se poser la question tous les jours, comment ne pas être un violeur. Et quand on voit que face à l'affaire Mazan, les hommes se lavent les mains et disent « Not all men, moi je ne suis pas comme ça, moi je n'ai rien fait », mais messieurs, si vous n'avez rien fait, c'est à votre charge. C'est pas une excuse, c'est un aveu. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans un paradigme où la masculinité, elle est challengée par de nouveaux modèles, et notamment ces modèles qui considèrent que le corps des femmes n'est plus un espace à conquérir. Ça change la manière dont les hommes doivent percevoir la séduction, leur rapport aux femmes, leur rapport à eux-mêmes, leur rapport aux limites. Et ça veut dire qu'on doit reconstruire la masculinité. Et ça, c'est pas à nous de le faire, on peut pas le faire. Mais c'est un défi qui est intéressant. Et c'est pas un défi qui est accusateur. Quand on dit aux hommes, intégrez le combat, venez avec nous, battez-vous avec nous, on n'est pas en train de les accuser, on est en train de les impliquer, de leur dire, la société, on est ensemble dans cette société. On est ensemble dans une société où vous êtes sur le banc des violeurs. Ça vous plaît ? Ça vous plaît pas ? On change les choses ou on les laisse ? On a certaines personnes qui reprochent aux féministes de nier la part de responsabilité de certaines femmes qui s'habilleraient de manière ou qui agissent de manière sexuellement provocante. Qu'est-ce que vous répondez en tant que féministe justement à ceux qui pensent que la provocation féminine, elle peut alimenter une forme de confusion chez les hommes et qu'à partir de là, voilà, on peut avoir des dérives, des dérapages qui viendraient aussi... Disons que la femme jouerait aussi
auraient une part de responsabilité dans certaines situations. Je leur reproche de ne pas du tout connaître la réalité des violences sexuelles. Les femmes ne sont pas victimes de violences sexuelles parce qu'elles mettent des mini-jupes. Les femmes ne sont pas victimes de violences sexuelles en mini-jupe. Elles sont victimes de violences sexuelles chez elles et chez l'agresseur. Donc en général, c'est une personne connue dans l'immense majorité des cas et au sein du foyer, dans l'immense majorité des cas. Et puis surtout, c'est pas les mini-jupes qui violent. Il y a plein de femmes qui portent des mini-jupes qui ne sont pas victimes de viol. C'est pas ça le problème en fait. Oui. La seule personne qui est responsable de la violence qu'elle produit, c'est la personne qui agit de violence. D'autre part, on est dans une société où les femmes sont libres de s'habiller comme elles le souhaitent. Donc il y a vraiment reprocher à une femme la manière dont elle s'est habillée, c'est vraiment ne pas comprendre comment fonctionnent les violences sexuelles. D'autre part, les violences sexuelles ne sont pas causées par le désir sexuel. Ça, c'est aussi une énorme confusion. On ne viole pas parce qu'on a envie de sexe. Si on a envie de sexe, on fait du sexe, pas de la violence. Non, on viole parce qu'on a envie d'être violent, on a envie de dominer, on a envie d'agresser. Ou on ne comprend pas ce qui se passe et on fait quand même quand une personne nous dit non. Parce qu'on nous a tellement dit que justement, non, ça voulait dire oui, etc. Est-ce que la pornographie joue aussi un rôle dans cette violence qui est de plus en plus présente ou qui a toujours été présente selon ce que vous nous faites comprendre, mais est-ce que la pornographie peut renforcer en fait cette fausse idée que les gens se font de la sexualité et le fait que beaucoup d'hommes peuvent avoir des gestes violents envers certaines femmes? Harrison Ford et Princesse Leia, c'est pas dans de la pornographie. Des scènes où on banalise, où on romantise le fait d'outrepasser les limites, on ne les retrouve pas que dans la pornographie. D'ailleurs, en général, dans la pornographie, les personnages sont consentants et même très consentants et expriment de manière extrêmement claire leur consentement. Donc, il y a plus de films non pornographiques qui mettent en scène des violences sexuelles que de films pornographiques. C'est intéressant. Donc, je pense que notre culture, oui, dans laquelle s'inscrit la pornographie. La pornographie n'est pas en dehors de la culture, elle y est. Dans notre culture en général, on a eu tendance, pendant très très longtemps, à érotiser, à romantiser, ou à tenir un discours très male gaze sur les violences sexuelles. Et aujourd'hui, on est en train de revenir en arrière, on crée, à mon avis, de nouveaux projets, de nouvelles propositions culturelles autour de questions de consentement, et c'est très bien, mais on revient de loin. On revient de loin. Moi, j'ai des dessins animés pour enfants, où je devais expliquer à mon fils que c'était pas ok ce qui était en train de se passer. Vous avez un exemple concret? Oui, le loup, Betty Boop, plus tôt dans un film où il force une petite chienne à l'embrasser. Ça s'appelle Pluto Casanova, je crois, ça fait rare. Voilà, c'est des choses, c'est des dessins animés qui datent des années 50, 60, 70. Et la question, c'est pas de les cancel, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus qu'ils existent. C'est juste de dire, rendons-nous compte à quel point ces comportements, ils sont inscrits profondément dans notre culture et qu'on les montre à nos enfants. Parce que oui, quand je regarde un film avec mon fils, je fais attention à ce qu'il regarde, mais quand je lui passe des Disney, je pars du principe que c'est ok. Et en fait non, même dans Disney, il faut déconstruire. Donc la faute n'est pas celle des femmes, mais c'est celle de la société de façon générale qui a mis en avant finalement qui a sexualisé les femmes en fait, si je comprends bien. Les femmes, elles sont à la fois sexualisées, on leur incombe la responsabilité de se sexualiser, il y a une injonction à la sexualisation, et après on le leur reproche. À aucun moment, dans aucun des deals, elles sont gagnantes, quoi qu'il en soit. Donc les hommes, ils veulent des femmes sexy disponibles, et ils veulent pouvoir les agresser et dire que c'est leur faute parce qu'on leur a demandé d'être sexy disponibles. C'est ce qu'on appelle les injonctions contradictoires, et elles sont maintenant... On les a mis sur le tapis, on a ouvert la boîte, on a dit regardez, ça joue pas, et on est en train de déconstruire ça. La question que vous m'avez posée tout à l'heure, est-ce que c'est la faute des femmes qui portent des mini-jupes? Je ne l'ai pas entendue depuis 2014. C'est plus à l'ordre du jour. On a réglé cette question-là. Vous dites cette injonction à la libération sexuelle des femmes, hein, finalement. Est-ce que c'est de la faute à la révolution sexuelle des années 69 où vraiment on a dit aux femmes qu'elles pouvaient, mais finalement il y avait un côté elles devaient aussi peut-être... Allons au Louvre pour voir si ça date de 69, la sexualisation des femmes. Vous dites que c'est antérieur à ça en fait. Ce qui est antérieur, c'est que ce sont toujours les hommes qui ont créé et ils ont dessiné ils ont mis en scène les femmes à poil. Ça a toujours été comme ça.
69 que les femmes ont tenté de se réapproprier leur corps, leur plaisir, à travers notamment la contraception, etc. C'est avec de nouvelles injonctions, l'injonction notamment à la disponibilité sexuelle. Maintenant que vous ne pouvez plus tomber enceinte, vous êtes disponible. On a cru que le problème était réglé, puis quand on est arrivé en 2017, on a fait « Ah non, en fait, c'est pas réglé, on a encore un gros problème ». Et donc oui, il faut continuer à bosser. Aujourd'hui, on est dans une bataille, ce que Camille Froidevaux-Métairie qualifie de bataille de l'intime. On est dans ce moment où les femmes se réapproprient leur corps. Et parmi le combat, il y a se réapproprier aussi le fait de pouvoir dire non, de pouvoir poser leurs limites et qu'elles soient respectées. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'aller plus loin, de dire on ne disqualifie plus les victimes. On ne fait pas comme l'ont fait les avocats à la défense, Pellicot, comme l'ont fait les avocats de Depardieu la semaine passée. On ne le fait plus, en fait. On respecte les victimes, parce que c'est des victimes, en fait. Et maintenant, on met le focus sur les agresseurs. On peut mettre, vous disiez tout à l'heure, c'est la faute de la société. Oui, c'est la faute de la société, et c'est la faute des personnes qui agressent. C'est elles qui prennent seules la décision d'agresser sexuellement. Vous donnez vous-même des conférences, des séminaires, vous coachez des gens, vous les accompagnez justement dans cette prise de conscience, vous faites de la défense féministe à travers des ateliers, hein, si je ne me trompe pas. C'est une façon de contribuer justement à ce changement, j'imagine, avec toutes ces actions. Oui, on est en train de réinventer le deal social. On est en train de repenser la manière dont on va notamment définir les rapports interindividuels entre les genres. Et je pense que c'est vraiment très important de le faire collectivement. Avec les hommes, hein. Nous, on fait qu'attendre qu'ils viennent. Ils ne sont pas beaucoup là. Les rares qui sont là sont précieux et c'est vraiment bien de les avoir. Mais les hommes peinent à venir dans ces espaces-là. C'est à eux aussi maintenant de commencer à intégrer ça. Et oui, on doit développer une nouvelle culture autour de ça. On doit vulgariser les savoirs autour de ces questions-là, des questions de violence sexuelle, des questions de genre, des questions de sexualité de manière générale. On doit créer une conscience commune de ce que ça veut dire le consentement. On doit débattre de ça. Moi, quand je lis les commentaires autour de l'affaire Pellicot, c'est abominable en fait. Qu'est-ce qui est dit par exemple ? Par exemple qu'on ne comprend pas très bien quand même, il y a des zones d'ombre où elle aurait été consentante, elle faisait semblant de dormir. Mais en fait, encore une fois, dans une culture où on a toujours présenter les agressions sexuelles à travers les yeux des hommes, puisque c'est eux qui créaient tout, en fait, on a une vision complètement erronée de ce que c'est un viol, en fait, de ce que sont les conséquences aussi d'un viol. Et donc aujourd'hui, on doit collectivement réapprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que c'est la culture du viol et comprendre comment la hacker. Et vraiment, les hommes ont un rôle énorme, parce que c'est eux qui peuvent arrêter d'autres hommes, c'est eux qui peuvent dénoncer, c'est eux qui peuvent changer leur propre comportement, leur propre regard sur les autres hommes et sur les femmes. C'est eux qui peuvent se rendre compte qu'ils sont aussi victimes de ce système-là. Parce que les hommes, encore une fois, sont aussi victimes de violences sexuelles, pendant l'enfance, mais aussi à l'âge adulte. Donc, ils ont aussi intérêt à ce qu'on arrête de les violer et de les rendre violeurs. On termine peut-être sur quelques chiffres. 94 000 femmes déclarent chaque année avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. En France, on a en tout cas moins de 10% des plaintes pour viol qui sont considérées comme mensongères. Ça veut dire que le débat public semble accorder plus d'attention finalement au risque de fausses accusations. J'ai l'impression qu'à l'ampleur massive des violences sexuelles que vous dénoncez depuis le début. Vous avez peut-être un dernier mot pour la fin, pour conclure sur cette attention que la société donne justement à la possibilité de fausses accusations. Les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, et les hommes d'ailleurs, pareil, n'en tirent jamais bénéfice. Tous les procès, toutes les situations, toutes les accusations de harcèlement sexuel, etc., finissent toujours par retomber sur la tronche des personnes qui portent plainte, qui dénoncent. Le retraumatisme qui est le fait des procès, par exemple, c'est quelque chose qui a été extrêmement bien documenté et thématisé. Aujourd'hui, les avocats de la défense qui agressent pendant le procès les victimes de violences participent complètement à leur traumatisme. Donc, aller au procès, c'est un acte de courage que pas toutes les victimes de violences sexuelles ont, et on les comprend. Parce que c'est tellement dur de faire ça. C'est tellement difficile. Vous êtes traîné dans la boue par l'opinion publique, par les médias, par les réseaux sociaux et par les avocats et les tribunaux qui, encore en France, sont absolument pas outillés pour faire face à ces cas. Donc, non, on n'y va pas
pour le fun, on n'y va pas pour la gloire et on n'y va pas pour le fric. Ça rapporte pas de fric, ça coûte extrêmement cher. Les statistiques là-dessus, elles sont extrêmement claires. Les personnes victimes de violences sexuelles, c'est des personnes qui sont plus pauvres que la moyenne, qui ont plus de problèmes de santé que la moyenne. Ça n'apporte pas d'argent, jamais. C'est le mythe comme quoi les femmes porteraient plainte pour agression sexuelle pour l'argent, mais j'arrive même pas à aller jusqu'au bout. D'où viendrait cet argent? Qui donne de l'argent? Jamais. Donc non, c'est de penser qu'on accuse à tort, de penser qu'on ment, ça fait partie de cette culture du viol. Une femme qui accuse un homme sûrement ment, un enfant qui accuse un médecin sûrement ment, mais pourquoi on mentirait? Quel intérêt il y a à mentir là-dessus? Aujourd'hui, l'intérêt qu'on a, c'est de faire de notre société une société moins violente sur notamment le lieu des violences sexistes et des violences de genre. C'est ça qu'on a à faire. Et c'est pour ça qu'on dénonce. C'est pour que ces violences-là, elles s'arrêtent. Merci beaucoup, Madame de Senarclan, pour cet appel à une prise de conscience, une prise de responsabilité. C'est un message important que vous avez fait passer aujourd'hui. Vous avez aussi déconstruit certains mythes. C'était intéressant de revenir avec vous sur des questions sociétales qui sont plus qu'urgentes, je crois, avec les chiffres qu'on a évoqués, les faits aussi qu'on a partagés ici sur ce plateau. Merci beaucoup pour cette invitation aussi à tirer profit des expériences vécues ces derniers temps. C'est pas ce que la société a fait jusqu'à maintenant, donc merci pour cet appel à un changement radical. Merci beaucoup. Et peut-être à bientôt sur NTD.